De la littérature au cinéma, il n'y a qu'un pas. Retrouvons maintenant Ariel Dombal. Ariel Dombal, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez déclaré un jour « J'ai toujours imaginé que j'irais au paradis, même si je suis un ange déchu ». Alors, de quand date la chute? J'ai dit ça, oui, j'ai dû dire ça. Oh, la chute, malheureusement, je crois qu'elle date surtout quand on tombe amoureux, c'est la perpétuelle chute, parce que c'est vrai que c'est le perpétuel sacrifice et c'est le perpétuel péché. Donc vous avez été un petit peu... Le péché d'amour. Oui, péché d'amour. Ouais. Donc en tant que catholique, oui. Voilà, d'où date la chute. Et dans la vie, vous êtes plutôt ange ou démon? Finalement, je suis plutôt ange. Ça a l'air un peu prétentieux. Oui, mais on a du mal à vous croire, hein, quand même. Ah, mais non, mais je suis plutôt ange, oui, oui. Ah bon, plutôt parce que dans votre dernier film, Mécanique Céleste, hein, oui. Moi j'ai le sentiment que vous êtes plutôt démoniaque. Hein. Ah, mais oui, mais alors ça, je dois dire, comme dit Romer, je suis une actrice de composition. C'est-à-dire que je suis très différente dans la vie et dans mes films. Alors, ne m'en dites pas plus, on va regarder un extrait de votre film, Mécanique Céleste. Céleste, ma petite Anne, mais qu'est-ce qui t'arrive? Extinction de voix, on a trop chanté. Un coup de voix. Je ne m'attendais pas à te trouver là. Et en robe chic par-dessus le marché. Dans quelle armoire l'as-tu trouvée? Dans la mienne. Généreuse. N'est-ce pas révélateur qu'une psy habille notre petite souillon en blanc? Qui révélateur, c'est que vous le remarquez. Touchée, mais pas morte. Quelle volonté de puissance derrière tant de blondeur. Ne vous y fiez pas. Ça, c'est un cas de folie véritablement pathologique. Quel dommage. Une si jolie robe. Bon, alors Ariel, le film sera porté à l'écran le 17 mai prochain. Et ce film est réalisé par la réalisatrice vénézuélienne Fina Torres, n'est-ce pas? Alors, dans ce film, vous incarnez une vidéaste totalement punk, totalement hystérique. Est-ce que vous trouvez que c'est un rôle qui vous va bien? Oh, qui me va bien, j'espère, parce que chaque fois que je fais quelque chose, on me dit toujours « Oh, c'est fantastique, c'est une parodie de vous-même ». Éternellement, on me dit ça. Ça doit être agaçant à force. C'est un peu agaçant, parce que, mais en fait, il faut bien le prendre, parce que ça veut dire vous êtes convaincante. mais en réalité, cette vidéaste, je me suis inspirée de personnages que j'ai croisés dans la vie et qui sont très sectaires, comme ça, et qui sont très d'avant-garde, et qui pensent que tout ce qui n'est pas d'avant-garde est ringard, et voilà. Et c'était amusant. Alors, il y a une chose qui est totalement bizarre dans ce film, c'est que le film commence avec vous et se termine sans vous. Et on se dit, mais où est passé Ariel? Ah oui, mais moi je trouve ça aussi. Je l'ai vu, je crois, il n'était pas tout à fait fini, mais voilà, la réalisatrice a pensé que c'était mieux comme ça. Tout à coup, j'ai l'impression que je me dilapide dans les étoiles, ou je ne sais pas ce qui m'arrive, je disparais. Concernant votre rôle, on reste un petit peu sur sa fin. C'est un peu dommage quand même. Ah oui, peut-être, c'est vrai. Il n'y a pas de continuité dans le rôle, c'est un peu dommage encore. C'est vrai, je pense ça, vous avez raison. Qu'est-ce que vous vous dites alors que la réalisatrice vous a un petit peu trompé, grugé? Non, je crois que, en fait, vous savez, c'était l'histoire de Cendrillon. Et puis tout à coup, le rôle de Céleste, c'est-à-dire la méchante, celle que j'incarne, a pris un peu trop de place. Alors finalement, clac, un bon coup de ciseau. On la met hors un peu du film parce qu'elle prenait trop de place, je crois. Bon, alors on peut conseiller aux téléspectateurs, enfin aux spectateurs, d'aller voir ce film? Je crois, parce que c'est une espèce de conte de fées, comme ça, un peu futuriste, plein d'effets spéciaux, c'est très amusant. Alors, vous êtes actrice, musicienne, chanteuse, réalisatrice, danseuse. Est-ce que vous avez conscience d'être Est-ce que vous avez conscience d'être une superwoman? Superwoman, j'aime pas tellement le terme, non. Pourquoi? Non. Oh, bah parce que l'idée de super, comme ça ne m'intéresse pas beaucoup. Non, je dirais plutôt que je suis quelqu'un d'un peu indiscipliné. C'est-à-dire que je ne vais pas tout droit sur une autoroute bien balisée. Je vais par des chemins qui bifurquent et je suis passionnée, donc je fais des tas de choses. Vous êtes un peu fantasque, non? Oui. Mettons ça comme ça. Oui, en fait, ça rentre un petit peu en contradiction avec l'image de la sirène enchantée que vous avez, ou alors la libellule proustienne, comme on a pu écrire sur vous, non? Ça m'a fait très plaisir. Ah, vous aimez bien ça? Libellule proustienne, oui. J'aime tout ce qui est... Je préfère libellule proustienne que Superwoman. Ou poupée Barbie, ça vous n'aimez pas?
Poupées Barbie, écoutez, j'y suis habituée maintenant. Et puis, j'ai appris que les poupées Barbie étaient quand même la poupée la plus aimée de toutes les petites filles. Moi-même, j'ai adoré ma poupée Barbie. Alors bon, bah voilà. C'est ce que vous êtes, une femme aimée. Ah, j'espère. Et alors, vous êtes plutôt une femme libre ou une femme libérée? Je suis une femme... ni l'un ni l'autre, je crois, enfin si, libre tout de même, parce que j'ai une liberté extraordinaire dans le choix de toutes mes entreprises. Je passe, je chante, je me retrouve à l'opéra comique, je fais des films très divers. Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le mot femme libérée? Dans le mot femme libérée, c'est l'idée qu'une femme pourrait sensuellement n'avoir plus aucune entrave, et donc je trouve que ça n'a aucun intérêt, cette idée de la libération féminine. Ça ne veut rien dire. D'ailleurs, on en est revenu, on ne parle plus de libération féminine. Enfin, on parle des conquêtes féminines, ça on ne peut pas passer dessus. Des conquêtes dans quel genre? Le droit à l'avortement, le droit à la conception. Oui. Bien sûr, tous les acquis féministes, comme ça, sociaux, ça, heureusement que nos mères et nos grands-mères étaient là. D'ailleurs, j'ai connu Louise Weiss, une amie de ma grand-mère, et c'est grâce à elle qu'on a le vote des femmes en France. Et c'est pas tellement, il n'y a pas tellement longtemps, vous savez, il y a 50 ans qu'on vote. C'est assez hallucinant. Alors, est-ce que vous préférez être séduisante ou séductrice? Je préfère être séduisante, mais... Tiens donc, pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne dans le côté séductrice? Parce que séductrice, il y a un côté très, très appliqué, il y a d'abord le mot séductrice, ça veut dire une stratégie très élaborée, alors que la séduction tout court est une chose inconsciente. D'ailleurs, on ne séduit jamais de la manière qu'on croit. C'est mille choses qui échappent qui sont séduisantes. C'est pas une perpétuelle stratégie, un perpétuel calcul qui tomberait complètement à côté. Ouais. Et est-ce que pour vous, la séduction passe par la nudité? Pas nécessairement, pas nécessairement. Il y a, non, d'ailleurs, je crois que la vraie séduction, c'est tout de même le corps semi-voilé. C'est tout de même ça qui est le plus joli. Mais il y a des nudités qui sont belles. Et est-ce que le cinéma, c'est une façon pour vous de vous délivrer de vos fantasmes? Mais avant de me répondre, Ariel, j'aimerais qu'on revienne sur vos deux premiers films que vous avez réalisés. Alors le premier, c'était en 78, c'était Chassé-Croisé, et celui que vous avez réalisé un peu plus tard, c'était en 88, et c'était Pyramide Bleue. On regarde deux extraits. Oui. Je t'ai attendu pendant des heures. C'est un doux souvenir, ces films, parce que là, on se dit, ce sont des fantasmes qu'on perçoit, non? Peut-être, je ne m'en rends pas compte. Mais en réalité, quand on écrit des histoires et qu'on écrit un personnage, comme ces deux films que j'ai faits, je suis autant dans les hommes que dans les femmes, vous voyez, je les ai écrits, donc je ne me rends pas très bien compte où je suis dans le film. Mais la main qui étrangle, qui vous étrangle, ça vous faites souvent ce rêve un peu étrange, un peu sordide? La main qui étrangle, oui, c'est quelque chose qui me fait peur, oui, probablement, parce que ça surgit comme ça. Parce qu'il est vrai qu'au cinéma, on vous fait souvent mourir, hein. Vous êtes souvent empoisonné, assassiné, étranglé. Est-ce que c'est plus difficile d'interpréter la mort, par exemple au cinéma, que des scènes d'amour ou des scènes comme ça qui sont un peu, un peu crues, non, les scènes d'amour, c'est ce qui est le plus difficile à interpréter parce que c'est extrêmement périlleux.
ça peut être ridicule. En même temps, évidemment, on a envie que ce soit crédible. Il faut montrer le corps, mais pas trop. C'est totalement complexe à tourner. Et d'ailleurs, les acteurs ont toujours peur des scènes d'amour dans tous les films que j'ai faits. Ça, c'est certain. Donc, et ce genre de scène, c'est difficile à jouer? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment d'être un peu dévoilé? Qu'est-ce qu'on ressent? Quelquefois, c'est très pénible, les scènes d'amour. Quand on n'aime pas un partenaire, on est obligé de faire beaucoup d'efforts pour que ce soit crédible. Mais sinon, non, parce qu'on est dans un personnage, on est tout de même dépossédé de soi-même, on n'est plus soi-même, on joue quelqu'un d'autre. Dans la vie, on n'est pas comme ça, on est autre chose. Un jour, vous avez dit, si je n'avais pas fait ce métier, j'aurais dû aller voir un psychanalyste. Ah oui. Ça, vous l'avez dit. C'est vrai que quand on regarde ces deux scènes, ces deux extraits, on peut comprendre quand même. Vous êtes un peu tourmenté. Ah oui, je ne me rends pas compte. Mais un psychanalyste, oui, j'ai dû dire ça, mais en réalité, je n'aimerais pas aller chez un psychanalyste parce que je n'aimerais pas me raconter. Je trouve que c'est formidable de faire du cinéma et de jouer d'autres personnages parce qu'on sort de soi-même et ça vous permet un parcours étonnant sans se poser trop de questions sur soi. Bizarrement, la comédie et le fait d'incarner tout, la violence, le crime, mourir, être jaloux, vous libère dans la vie énormément. Je trouve que c'est le métier le plus étonnant. Pour ça, oui. Et au cinéma aussi, parfois, il vous est arrivé de refuser des rôles parce que justement, vous étiez obligé un peu de donner de votre oui. personne. Ah ben, mais oui, bien sûr. Je crois que si on m'avait demandé de jouer Basic Instinct, je n'aurais pas pu le faire, par exemple. Oui. Il y a des rôles que... Josiane Balasco, elle ne vous avait pas proposé un rôle un petit peu bizarre un jour? Oui, elle m'a proposé ça et j'aimerais beaucoup travailler avec Josiane Balasco. Là, il s'est trouvé que je n'ai pas fait ce rôle, mais c'est quelqu'un que j'estime et je la trouve merveilleuse. Et c'était quel rôle? C'était un rôle, vous deviez... C'était un rôle de métamorphose, un peu. Ah, vous deviez être à la fois une femme et un homme, c'est ça? Une femme et un homme. Et vous conduire comme un homme, parfois, oui, alors que vous étiez femme. C'est ça. Mais en même temps, androgyne, ça ne me gêne pas. Mais là, c'était sur un mode de comédie, et puis il y avait une chose un peu scabreuse. Enfin, ça s'est trouvé que j'ai pas accepté, mais... Scabreuse à la limite du vulgaire ou du choquant? Peut-être pas pour les autres, mais pour moi, oui, ça l'était. Vous nous direz pas. Là, c'est de la pudeur. Quelque chose comme ça. Et il vous arrive de poser des questions à Dieu, parfois, ou non? Il m'arrive pas de poser des questions, mais il m'arrive d'essayer de lui parler, oui. Ah, vous lui parlez? Oui, je prie. Ah oui, vous priez souvent? Oui. Oui, je prie souvent. Quand vous êtes heureuse ou quand vous êtes malheureuse, vous priez? Je dois avouer humblement que c'est plutôt quand je suis malheureuse que je prie. Je vous propose maintenant d'écouter cette confidence que vous avez faite il y a 3 ans lors d'une émission de télévision et c'était un témoignage assez émouvant. Bon. On écoute. Je me souviens que la première fois où j'ai vu un Christ crucifié, j'ai pleuré, je me disais c'est atroce, cette chose est atroce. Et en même temps, j'avais comme une espèce de jubilation, une sorte de chose, ça m'a révélé à moi-même. C'est cette image de l'homme comme ça, de l'homme qui souffre. Et pourquoi? Ça m'a attirée. Vous êtes gênée de revoir ces images? Oui, un peu, oui. Parce que pour moi, c'était quand même des images très transgressives. Parce que je suis catholique. Et donc, ça, c'était pour moi une chose où
où je me dépassais moi-même, où je suis gênée de revoir ces images. Mais parce qu'il faut quand même dire aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir que quand vous êtes, il y a un extrait de film, hein, quand vous êtes allongé avec le Christ, avec l'image du Christ sur vous, c'est un extrait de Pyramide Bleue. Oui, hein. c'est ça. Oui, à cette époque, enfin il n'y a pas longtemps, en 88, hein, vous étiez habité par de drôles d'idées, de... Oui, je n'ai pas fondamentalement changé, non, je suis la même. Mais là, c'est en effet un passage de mon film un peu spécial, voilà. Parce que quand on voit cet extrait, on pense forcément à Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse d'Avila, qui au XVIe siècle disait qu'elle entretenait des relations charnelles avec Dieu. Évidemment, quand on lit les grandes mystiques, alors on s'aperçoit c'est souvent plutôt un langage extrêmement sublimé, extrêmement, comment dire, tout un langage de l'extase qui fait qu'on a l'impression qu'elle s'adresse à Dieu comme si elle s'adressait à un amant. Mais ce n'est pas ça, c'est simplement une question de langage poétique, de sublimation, d'exaltation. Mais en réalité, je crois que le sentiment mystique, quand on l'a, est une chose totalement admirable. Et vous l'avez, ce sentiment et mystique. un dépassement. Malheureusement pas, non. Moi, je suis quelqu'un de croyant, mais je ne suis pas quelqu'un d'extatique. J'adorerais être Sainte Thérèse d'Avila, mais... c'est loin d'être le cas. Et quand vous avez vu pour la première fois le Christ crucifié, vous aviez quel âge? En réalité, j'avais 4 ans. Ah oui, vous étiez toute petite. Oui, toute petite, oui. Là, c'est dans ce contexte, je ne sais plus pourquoi c'est arrivé, mais j'ai pleuré plutôt, parce que j'ai trouvé que cet homme qui était crucifié et torturé, je trouvais ça terrible. Mais j'ai vu ça dans des églises mexicaines et j'ai pleuré. Plus tard, j'ai été très sensible au baroque du Christ. Mais et à la beauté plastique de ces Christ en bois. Mais ça, c'est plus tardif. Et vous aimez chanter des requiems, des messes? Oui, j'aime beaucoup. Et ça, j'en chante. Et vous savez en chanter? Le requiem de Fauré, il y avait un petit bout là que je chantais, oui. Vous êtes capable comme ça? Non, difficile. A cappella? C'est difficile, oui. Ah oui. C'est pas... Ah non, non, c'est difficile, mais c'est... Bon, on peut se mettre à chanter comme on peut se mettre à jouer comme ça, mais bon, il faut quand même un peu plus de concentration. Et puis, la musique, ça nécessite des instruments. Sans ça, c'est un peu... Vous avez aussi une grande admiration pour la Vierge Marie. Et avant de me donner votre sentiment, je voudrais qu'on regarde ce reportage de Maurice Olivary. Voici un véritable tour d'Italie par miracle interposé. Toutes les vierges et tous les saints, en fait toutes les images et toutes les statues qui, depuis 2 mois et demi, sont supposées avoir lancé un message à l'humanité. À chaque fois ou presque sous forme de larmes de sang. Répartition géographique quasi parfaite, aucune région n'est épargnée. Et dans cette série, c'est l'image de la Vierge Marie qui revient avec le plus d'insistance. Ces Vierges Marie qui versent des larmes de sang, ça vous effraie, ça? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... oui, je ne suis pas très crédule et je ne suis pas fascinée par ce genre de miracle. Je n'y crois pas, ça me semble une chose factice, mais après tout, bon, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, mais ça ne me bouleverse pas et ça n'évoque rien pour moi. J'ai l'impression que c'est factice. On va revenir un petit peu au cinéma, Ariel Dombal, au cinéma, aux séries télévision. Il est vrai que vous avez beaucoup tourné dans des séries américaines. Oui. Hein, ça, c'est parce qu'aux États-Unis, vous êtes une grande star. Hein, aux États-Unis, on m'a pris pour jouer des choses plus comiques, de la comédie. Et c'était formidable. Et je dois dire que travailler dans ces grandes séries qui traversent le monde, comme ça, qui sont vues dans tous les pays et que les gens aiment et que les ménagères regardent, les ménagères et moi, eh bien c'est formidable. C'est exaltant à tourner, c'est amusant. Bon, alors on va écouter cette musique qui n'a rien de poétique. Ton univers impitoyable
fort. Et sous ton soleil implacable, tu ne redoutes que la mort. Bon, alors, on va rétablir la vérité ce soir. Est-ce que oui ou non, les producteurs de Dallas vous avez proposé de remplacer Sue Ellen? Non, pas Sue Ellen. On m'a proposé de faire une autre série qui s'appelait Héritage. Mais vous deviez pas être dans Dallas? Non, pas dans Dallas, non, pas dans Dallas. Pas dans Dallas? Non. Ah bon? Non, mais écoutez, c'était presque la même chose. Ça s'appelait Héritage. C'était à peu près le même canevas et les mêmes histoires. Et pourquoi vous aviez refusé? J'avais refusé parce que je n'avais pas envie de m'exiler aux États-Unis. Et que voilà, c'était avant tout ça. Et que quand on tourne dans ces séries, il faut signer un contrat qui vous lie à la maison de production, à la chaîne de télévision pendant minimum 5 ans. Et j'avais pas envie de ça. Et puis si vous vous étiez exilé aux États-Unis, vous n'auriez peut-être pas rencontré Bernard-Henri Lévy. Hein. Voilà. Vous allez lui conseiller d'aller voir votre film Mécanique Céleste, non? Oh, il y a beaucoup de films que je fais qu'il ne voit pas. Hein. Et pour certains vous dites, il ne vaut mieux pas, il vaut mieux qu'il ne voit pas ce film. Peut-être. Pas Mécanique Céleste quand même. Non. On n'ira pas le voir. Non, mais il a assez peu de temps. Et donc, c'est vrai que souvent, je veux aller au cinéma avec lui. Et donc, on va plutôt voir des films où je ne suis pas, parce que c'est plus amusant. Pour moi, surtout. Vous êtes toujours aussi heureuse. Oui. Bon, alors, on va terminer l'émission maintenant avec un de vos ancêtres, ma très chère Ariel, Laure Maxime Sonnery de Fromental. Voilà. Alors, si je vous dis Jean, que me répondez-vous? Jean, qui doit être un de mes ancêtres. Jean-Louis Sonnery de Fromental. Jean-Guillaume. Jean-Guillaume, peut-être. Non, pas Jean-Louis. Jean-Guillaume. Oui. On continue. Jean-Guillaume. Je ne sais plus. Berton. Ah, vous ne connaissez pas votre aïeul. Si je vous dis maintenant Jean-Guillaume Berton de Fromental, qui était ce monsieur? Eh bien, je ne sais pas. Ah. Non. Ah zut alors. Je connais plutôt la branche Dombasle, Mathieu de Dombasle, qui a fondé l'école des eaux et forêts. C'est du côté de ma mère. Et qui a aussi inventé une espèce de socle à charrue qui a révolutionné l'agriculture. Formidable. Oui. Alors, en parlant de révolutionner, révolution, donc ce monsieur, qui est donc votre aïeul, était conseiller du roi Louis XVI. Il était notaire à Lyon. Il fut condamné à mort par la commission révolutionnaire de Lyon et il a été fusillé. Hein. C'était le 11 décembre 1793. Mais ça m'amuse. À l'âge de 54 ans. Et regardez, on l'a retrouvé. Mais c'est formidable, écoutez. Non, c'est très amusant. Comment vous avez trouvé ça? Ah mais écoutez, on a fait une petite recherche. Mais c'est bien, c'est génial. Mais vous ne saviez pas du tout que vous aviez un aïeul aussi respectable? Non, écoutez, vous savez, c'est tellement compliqué les arbres généalogiques. J'avais regardé une autre branche un jour pour m'amuser, mais celui-là, j'ignorais. Donc c'est très gai. Très gai. Je vais pas pour lui. Je vais même ajouter, la famille Berton de Fromental a été victime de la Révolution. Et c'est l'une des dernières filles, Berton de Fromental, qui s'est mariée avec un Sonnery de la région textile de Lyon. Voilà. Mais ça m'amuse, je suis ravie de savoir ça. Bon, bah alors mademoiselle, c'est Sonnery de Fromental. Voilà. Bah, écoutez, j'ai été ravie de vous recevoir. Eh bien, moi aussi. Et puis, c'est bientôt votre anniversaire. Merci. Bon, alors, bon anniversaire. Merci. Et puis, à bientôt. Mais oui. Vous n'avez pas été trop choquée de revoir certaines images? Non. J'ai été ravie. Ça m'a fait faire un petit voyage comme ça, dans le passé proche, finalement. Bon, bah alors on va conseiller aux téléspectateurs de faire un petit voyage dans la nuit. Alors bonne nuit, faites de beaux rêves et surtout, n'oubliez pas, rendez-vous mardi prochain.